Je n'avais pas compris que cet automobiliste me faisait des appels de phare pour essayer de me prévenir. La nuit dernière, mon petit ami et moi roulions sur ces routes de campagne désertes et sinueuses de Pennsylvanie, sur la route 447, près de Strasbourg. Il n'y avait que du noir à perte de vue. Pas de maison, pas de lumière, juste une campagne plongée dans une obscurité totale, du genre qui engloutit les phares. Les seuls signes de vie étaient les animaux, des cerfs traversant la route, des renards filant sur les bas-côtés, etc. On avait l'impression de traverser le service de nuit de la nature. À cause de tous ces mouvements, je gardais mes pleins phares allumés et avançais lentement pour éviter de heurter quelque chose. Puis soudain, une voiture arriva en sens inverse. En s'approchant, elle commença à me faire des appels de phare. Je me suis dit que j'étais ce type qui avait oublié d'éteindre ses pleins phares, alors je les ai coupés. Mais le conducteur continuait à clignoter, encore et encore. Au début, j'étais agacée, genre « Oh mec, calme-toi, j'ai compris ». Je l'ai ignoré et j'ai continué à rouler. Puis nous sommes arrivés à un pont, vieux, étroit et totalement non éclairé. Et c'est là que nous l'avons vu. Quelque chose était au milieu de la route. Au début, ça ressemblait à une poubelle renversée ou à des débris. Mais en nous rapprochant, quand j'ai rallumé les pleins phares, nous avons compris que ce n'était pas un objet. C'était une personne, une femme. Elle était assise en tailleur, immobile, en plein milieu de la route. Sa peau était d'une pâleur cadavérique, maladive, presque comme si elle se détachait de ses os. Sa bouche pendait, ouverte, ses yeux noirs et vitreux ne fixaient rien. Derrière elle, sur le côté, se trouvait un homme, aussi émacié, aussi pâle, assis sur la rambarde, la regardant en silence. J'ai ralenti instinctivement, et en voyant l'homme, une vague de terreur m'a frappé. C'est un piège. Mon cerveau est passé en mode survie. Si je m'arrête, il sort une arme, ils vont nous voler, ou pire. 1000 pensées ont traversé mon esprit. Est-ce qu'ils essaient de piéger les gens? Est-ce qu'elle est là-bas? Veulent-ils provoquer un accident? Est-ce une embuscade? Je ne pouvais pas prendre le risque. J'ai dévié en essayant de ne pas la heurter. J'ai accéléré et dépassé les deux. L'homme sur la rambarde s'est déplacé, juste assez pour nous laisser passer. Je ne me suis pas arrêté, je ne me suis pas retourné, j'ai juste conduit. Mais je ne peux pas oublier son visage. Je n'ai jamais vu un être humain ressembler à ça dans la vraie vie, seulement dans des films d'horreur, et pas les classiques de type slasher. C'était plus proche de l'Exorciste ou d'un film de cannibale complètement surréaliste, totalement irréel. Même maintenant, je me demande, que faisait-il là? Qu'est-ce que c'était? Je ne sais toujours pas, mais quoi que ce fût, ça ne semblait pas humain. Ce pensionnat se trouve littéralement au milieu de nulle part, au sommet d'une colline. La ville la plus proche est à 30 minutes de voiture. L'école est assez ancienne, fondée il y a environ 60 ans, et elle est petite, à peine 50 ou 60 élèves y résident. Lors de ma deuxième année de lycée, le directeur a rénové plusieurs bâtiments, dont les dortoirs. Les nouveaux espaces avaient de grandes baies vitrées et une architecture moderne. Je n'aimais pas trop, mais ça nous donnait plus d'espace, notamment un nouveau salon commun à l'étage. Ce salon était séparé de l'extérieur par une immense paroi vitrée, un de ces murs où l'on ne voit que d'un côté. Ma chambre était au deuxième étage. Cette nuit-là, il faisait une chaleur insupportable, pas de climatisation et le ventilateur ne suffisait plus. Je me suis réveillée en sueur, malade et assoiffée. Je suis sortie pour chercher de l'eau. La fontaine du couloir était en panne, ce qui m'a agacée. La seule autre était en bas, près du hall. J'ai descendu les escaliers en pyjama, un peu gênée à l'idée de passer devant la grande vitre. Arrivé à mi-chemin, j'ai tourné la tête vers la paroi vitrée, pensant apercevoir les lumières de la ville au loin. Mais ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Devant moi se tenait une énorme silhouette noire. Elle n'avait pas de forme précise, comme si elle était faite d'ombres compactes. Elle était si grande qu'elle remplissait presque toute la hauteur des 2 étages de la vitre. Je distinguais des appendices étranges, comme de longues excroissances osseuses ou des branches difformes qui s'élevaient au-dessus de sa tête et des bras disproportionnés. Je crois qu'elle me tournait le dos, car je ne voyais pas ses yeux, ou peut-être était-ce l'éclairage qui les cachait. Je suis restée figée, incapable de bouger, le cœur battant à toute vitesse. Tout le monde dormait, j'étais seule face à cette chose. Après quelques minutes interminables, j'ai repris mes esprits et suis remontée discrètement, courant presque jusqu'à ma chambre. Je n'ai pratiquement pas dormi cette nuit-là.
Ma fenêtre donnait dans la même direction que la vitre, et je n'arrivais pas à me détacher de l'idée que la créature était toujours là, à m'observer. Le lendemain matin, j'ai demandé aux autres s'ils avaient vu ou entendu quelque chose. Personne ne s'était levé, ce qui est étrange car dans un pensionnat, il y a toujours quelqu'un qui se réveille pour aller aux toilettes ou boire un verre d'eau. Mais cette nuit-là, rien. Ce qui rend l'histoire encore plus troublante, c'est le passé du lieu. Avant la construction de l'école, les habitants considéraient ce terrain comme mauvais et stérile. Rien ne poussait, les animaux ne survivaient pas longtemps. On disait que la terre était maudite. Au début, l'école avait des fermes et des bêtes, mais tout a fini par dépérir, et historiquement, toute la région au nord de l'État était occupée par des tribus autochtones. Quand les colons sont arrivés, il y a eu des massacres terribles entre 1808 et 1824. Presque aucun natif n'a survécu. On raconte que le sol est encore imprégné de ce sang versé. Je ne sais pas ce que j'ai vu cette nuit-là. Une hallucination due à la chaleur, je ne peux pas l'expliquer, mais je sais que je n'oublierai jamais cette silhouette immense, figée derrière la vitre, comme si elle attendait que quelqu'un la remarque. J'hésitais depuis longtemps à raconter cette histoire, car ma mère l'a racontée de la même manière toute sa vie, et je n'ai jamais réussi à comprendre ce que cela pouvait être. C'est une personne très rationnelle, logique, qui ne ment pas, n'exagère pas et n'invente rien. Alors quand elle affirme que ça s'est produit, je la crois. Quand ma mère avait environ 4 ou 5 ans, elle vivait une situation très abusive. Son père la maltraitait régulièrement. Un jour, après une correction particulièrement terrible, elle s'est réfugiée dans son placard en pleurs, se sentant totalement seule. Elle se souvenait de ce sentiment d'abandon, de peur et de désespoir. C'est alors que quelque chose est apparu avec elle dans le placard. Elle raconte que cette chose avait à peu près sa taille à l'époque, environ 1,20 m à 1,50 m, avec un visage d'homme âgé et un nez retroussé, presque porcin. Il lui dit qu'il n'avait pas d'amis non plus et qu'il voulait être le sien. Dès ce moment, ils passèrent tout leur temps ensemble. Ils jouaient avec des jouets, faisaient des puzzles, regardaient des livres. Elle s'en souvient très clairement et le décrit comme un véritable ami qui l'aidait à ne pas se sentir seule. Il était aussi protecteur. Une fois, elle s'était aventurée dans les bois près de chez elle et il l'avait grondée avant de la ramener. Chaque fois que des adultes étaient présents, il disparaissait. Elle disait qu'il rampait sous son lit et entrait dans le mur par une petite porte, mais chaque fois qu'elle vérifiait ensuite, la porte n'était plus là. Pendant longtemps, ma mère a pensé que c'était peut-être une création de son esprit pour l'aider à survivre à ce qu'elle vivait, mais la raison pour laquelle ma grand-mère les a déménagés rend l'histoire beaucoup moins imaginaire. Un jour, ma grand-mère passait devant la chambre et entendit ma mère parler. Elle crut d'abord qu'elle se parlait à elle-même, jusqu'à ce qu'elle entende distinctement une voix d'homme adulte lui répondre. Elle s'est précipitée dans la chambre, mais il n'y avait personne. Ma mère lui parla du petit homme, et dès le lendemain, ma grand-mère les fit quitter cette maison. Ma mère se souvient très bien de cette dernière nuit. Elle dit que le petit homme est apparu une dernière fois, furieux et triste qu'elle ait parlé de lui à sa mère. Il lui dit qu'ils ne pouvaient plus être amis. Elle ne l'a jamais revu. Elle ressent encore de la tristesse en pensant à lui, car elle disait « C'était mon plus proche ami à l'époque, et il me manque ». Je ne veux pas tirer de conclusions hâtives sur ce que c'était. Honnêtement, je n'en sais rien. Peut-être un mécanisme de survie psychologique, mais la façon dont elle le décrit et le fait que ma grand-mère ait entendu une voix d'homme me fait toujours me demander s'il ne s'agissait pas de quelque chose d'autre. Quelqu'un a-t-il déjà entendu parler de ce genre de phénomène? Une présence qui apparaît pendant un traumatisme d'enfance, qui interagit, se cache des adultes, parle avec une voix adulte, puis disparaît définitivement une fois découverte. Je suis sincèrement curieux de savoir si d'autres ont vécu ou entendu des histoires similaires. Je crois aux esprits et aux différentes énergies, mais je n'ai jamais vraiment adhéré aux histoires d'horreur façon Hollywood. Ça s'est passé quand j'étais enfant, vers 6 ou 7 ans.
Je me souviens que ma mère traversait son divorce et que je vivais chez ma grand-mère à ce moment-là, car elle ne voulait pas que je sois mêlée à tout ce qu'elle traversait. C'était malheureusement une période où j'étais très triste et vulnérable. Je demandais souvent à ma grand-mère pourquoi maman ne venait pas me voir et pourquoi tout le monde disait que personne ne voulait plus de moi. Les enfants à l'école se moquaient de ma situation familiale, j'étais nouveau. Je me sentais seule et presque désespérée à l'idée de revoir ma mère. Une nuit, alors que je dormais à côté de ma grand-mère, je me suis réveillée à cause d'un bruit terrifiant, presque inhumain, étrange. J'ai ouvert les yeux et là, juste à côté du lit, cette chose était assise. Je ne sais pas ce que c'était. Ça ressemblait à une femme, mais pas vraiment. Elle avait de longs cheveux si sombres que je pouvais les distinguer dans l'obscurité de la chambre. Je suis restée figée, incapable de cligner les yeux pendant une bonne minute, au point que mes yeux se sont mis à pleurer. Sous les draps, j'ai essayé de tendre mon bras vers celui de ma grand-mère pour le toucher, et je l'ai piqué aussi fort que je pouvais pour un enfant. Soudain, j'ai senti une sorte de viscosité sanglante sur mes doigts. J'ai cru avoir fait un trou dans son bras, mais elle ne réagissait pas, comme si elle était morte. N'ayant plus d'espoir, j'ai fermé les yeux et commencé à prier. Après quelques minutes, j'ai senti le silence et le vide. J'ai ouvert les yeux, plus rien, la chose avait disparu. Le lendemain, je suis allée voir ma grand-mère et je l'ai serrée dans mes bras et lui ai demandé ce qui s'était passé la veille. Elle m'a répondu « Chérie, tu n'as pas dormi avec moi cette nuit-là. » Quoi, sérieusement? Je sais que c'était réel car j'avais ses cheveux dans ma main. À l'époque, j'avais les cheveux courts. Tout cela était effrayant. Je me souviens encore de ce que cette chose marmonnait sans cesse d'une voix horrible et répugnante dans un langage incompréhensible. Qu'est-ce que c'était? Que voulait dire cette phrase? Ma grand-mère a balayé ça d'un revers de main, pensant que j'avais rêvé, mais j'étais terrifiée. Je sais que ce n'était pas un rêve. D'où venaient ces cheveux? Pourquoi cela semblait-il si réel? J'étais persuadée que ma grand-mère avait dormi avec moi dans ma chambre. Je me souviens aussi qu'une fois, j'ai entendu quelqu'un m'appeler dans la chambre d'amis et dans la cuisine plusieurs fois. La voix ressemblait souvent à celle de ma grand-mère, mais chaque fois que je répondais, il n'y avait rien. Quand je lui demandais si elle m'avait appelé, elle disait non. La 3e ou 4e fois, elle m'a dit de ne pas répondre car une énergie négative pouvait s'accrocher à moi. Et ce n'était pas la dernière fois que des choses comme ça me sont arrivées. En fait, ça continue encore aujourd'hui. Qu'est-ce que cette entité marmonnait sans cesse? J'ai cherché sur internet, mais je n'ai rien trouvé. Ce n'était pas une langue, juste cette phrase répétée encore et encore. J'ai maintenant la vingtaine et je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Ces événements se sont déroulés il y a 4 ans. Je m'appelle Alan et mon meilleur ami s'appelle Matt. Nous étions amis depuis 7 ans à ce moment-là. Le père de Matt nous laissait généralement faire ce que nous voulions. J'allais souvent chez lui et nous faisions la fête chaque vendredi soir. Nous étions au début de la vingtaine, dans une petite ville paumée du sud du Tennessee, et il n'y avait pas grand-chose à faire à part boire et se défoncer. Plus nous grandissions, plus nous découvrions une passion pour les émissions d'investigation paranormale. Nous partagions nos expériences d'enfance et à force d'en parler, nous nous persuadions que rien ne pourrait nous effrayer en tant que futurs enquêteurs du paranormal. La famille de Matt avait déménagé de l'autre côté de la ville et j'avais passé la journée à les aider. C'était la fin du printemps, début de l'été, assez chaud pour rester dehors toute la nuit. Un soir, nous avons fait un feu de camp et bu une bière. Vers 20h, nous avons éteint le feu et le père de Matt est parti. Nous étions torse nu, assis dans le salon à regarder la télé. Soudain, le chien de Matt, Sparky, s'est mis à aboyer vers l'arrière de la maison. Au début, nous n'y avons pas prêté attention, mais ses aboiements devinrent plus forts, plus effrayés. Nous l'avons trouvé dans la salle de bain, aboyant contre les toilettes. « Stupide chien », dit Matt, mais les aboiements ont continué, plus agressifs. Nous l'avons retrouvé près de la porte arrière, grognant et montrant les dents. Je demandai à Matt si son père savait quelque chose sur la maison. Il répondit non. J'avais apporté ma caméra, alors il sourit et dit « Enquêtons ». Nous avons fouillé la maison comme dans les émissions télé, mais rien. Alors j'ai dit « Sparky aboyait vers l'arrière, allons-y ». Nous avons retiré nos ceintures, les tenant comme des armes improvisées. Nos grands airs d'enquêteurs s'étaient déjà envolés. Je lui ai dit de couvrir le coin de la maison pendant que je courais vers le mur du cabanon.
Il était minuit, le jardin donnait sur les bois, plongé dans une obscurité totale. Pris d'un courage soudain, j'ai crié « Si tu as des couilles, montre-toi, ne sois pas une mauviette ». À peine avais-je fini ma phrase que j'ai senti une présence me frapper avec une force telle qu'elle m'a projeté en arrière, malgré mes 1,95 m et mes 135 kg. Matt avait déjà pris la fuite. Je me suis relevé et j'ai vu, dans la lisière des arbres, la silhouette d'une entité sombre de ma taille avec des yeux jaunes brillants fixés sur moi. Nous nous sommes figés dans un face-à-face. J'avais l'impression qu'elle voulait me dévorer à travers mes yeux. J'ai repris mes esprits quand Matt a crié « Cours, mec !» L'entité a glissé vers moi et j'ai détalé jusqu'à la porte d'entrée, tournant si vite autour du porche que j'ai dû m'agripper au poteau pour ne pas tomber. Nous nous sommes enfermés dans la chambre de Matt jusqu'au retour de son père. Quand nous lui avons raconté, il nous a dit que l'ancien locataire était mort dans la maison et qu'il pratiquait des rituels étranges sur le terrain. Nous avons survécu à cette nuit, mais je n'ai plus jamais été à l'aise là-bas. J'avais toujours l'impression d'être observé comme une proie par son chasseur. Peu après, ils ont déménagé à nouveau et depuis, j'évite toujours cette route. Il y a environ 30 ans, à l'adolescence, mon ami et moi parcourions le quartier avec une tondeuse poussée à la main, frappant aux portes des maisons dont les jardins avaient besoin d'être entretenus. J'y allais parfois seul, mais j'avais déjà été chassé ou tenté d'être attiré à l'intérieur. Alors mon ami plus âgé et plus costaud m'accompagnait pour me protéger. En échange, je partageais mes gains, généralement 5 $ pour un jardin complet, avant et arrière. À ce prix, après quelques pelouses, j'avais assez d'argent pour aller au cinéma, au mini-golf ou à l'arcade le week-end. Nous cherchions souvent en priorité les personnes âgées, car elles acceptaient plus facilement et donnaient parfois un pourboire, une boisson fraîche ou une friandise maison. Elles racontaient aussi leurs histoires d'autrefois, ce qui nous fascinait. Un jour de juillet, on tomba sur une vieille maison dont le jardin semblait n'avoir pas été tondu depuis des mois. L'endroit avait une atmosphère inquiétante, presque abandonnée. Les buissons étaient envahissants, l'herbe haute. J'ai dit à mon ami d'aller frapper rapidement. Il s'exécuta, mais s'arrêta net. Sur le porche, assis dans une chaise, se trouvait un vieil homme que nous n'avions pas vu à cause des buissons. Il portait une salopette blanche à rayures rouges, des chaussures brunes, était chauve, le visage marqué par le temps, les yeux creusés et vides. Ses mains tachetées reposaient sur son genou croisé. Je lui ai parlé, proposé de tondre son jardin pour 15 $. Pas de réponse. Puis soudain, il se leva, ses yeux fixant mon ami puis moi, avant de rentrer dans la maison et de fermer la porte. Nous attendions pensant qu'il allait revenir avec de l'argent, quand un bruit sec retentit comme un coup de feu. Pris de panique, nous avons fui, laissant la tondeuse et l'essence derrière nous. Nous avons alerté des voisins, puis la police. Les agents, trouvant la maison délabrée, décidèrent de vérifier. Quelques minutes plus tard, ils sortirent perplexes. L'homme que nous décrivions était bien là, mais mort depuis des mois. Son corps, partiellement décomposé, avait été retrouvé avec son chien lui aussi décédé. Ce jour-là, j'ai compris que ma carrière de tondeur de pelouse était terminée. Entre les vieilles dames hystériques, les hommes étranges qui invitaient à entrer et cette rencontre paranormale avec un fantôme que nous avions pris pour une personne réelle, j'en avais assez. Il m'a fallu très longtemps avant d'envisager de raconter cette histoire, car elle pourrait être perçue comme un peu déplacée. Mais je le fais aujourd'hui sincèrement, car je veux essayer de comprendre ce que j'ai vu. Je ne cherche pas à donner une explication surnaturelle, ni à dramatiser. J'aimerais simplement un jour trouver une explication logique à quelque chose qui m'accompagne depuis des années. Ça s'est produit au début de l'été 2017, un mardi soir. Je rentrais chez moi vers Frome, Royaume-Uni, en venant de Shepton Mallet. La lumière commençait à prendre les teintes du coucher de soleil, mais il faisait encore clair et la visibilité était parfaite. En arrivant dans un virage, quelque chose devant moi a immédiatement attiré mon attention. J'ai dû ralentir et me concentrer. Au loin,
Au-dessus de l'horizon et de la ligne des arbres, j'ai vu ce qui ressemblait exactement à une grande tour sombre, avec des rangées de carrés orange lumineux. Ils scintillaient comme des flammes. La silhouette était nette, rectangulaire, structurée, rien qui puisse évoquer un nuage ou un simple reflet. Ma première réaction fut la panique. Ce que je voyais ressemblait sans équivoque à un immeuble en feu. J'ai ralenti, cherchant à comprendre où cela se trouvait et si je devais faire demi-tour. Mais très vite, je me suis rappelé qu'il n'existait aucun bâtiment de ce type dans cette région, rien qui corresponde à la taille ou à la forme de ce que j'avais sous les yeux. La panique a alors laissé place à la confusion. En continuant ma route, la même silhouette réapparaissait entre les arbres. À chaque fois, elle était identique, une tour noire avec des fenêtres oranges incandescentes, un bâtiment en flammes. Elle restait fixe à l'horizon, sans se rapprocher ni s'éloigner, même après environ 5 km de trajet. J'ai essayé de suivre sa direction pour obtenir une vue dégagée. Je pensais qu'une portion de route ouverte m'apporterait enfin une explication. Mais au moment où j'aurais dû la voir le plus clairement, elle avait disparu. Pas estompée, pas transformée, simplement disparue. De retour chez moi, j'ai cherché des informations sur Internet, Twitter, sites d'actualité, nouvelles locales, rien. Aucun incendie signalé, pas de fumée, pas de flamme, aucune activité de secours. J'ai donc été me coucher sans réponse. Le lendemain matin, la télévision était allumée. La première image que j'ai vue en me réveillant fut la couverture médiatique de la Grenfell Tower à Londres. C'était la première fois depuis la veille que je retrouvais visuellement ce que j'avais tenté de comprendre. La tour sombre, les fenêtres oranges incandescentes, la lumière vacillante. C'était exactement ce que j'avais vu la veille au soir, dressé devant moi. Je tiens à préciser que je ne prétends pas avoir vu cette tour, ni quoi que ce soit lié à cet événement. Les horaires ne correspondent pas. Ce que j'ai observé s'est produit environ 4 heures avant le début de l'incendie à Londres. J'explique simplement pourquoi cette expérience est restée gravée dans ma mémoire et pourquoi j'y ai repensé sans cesse par la suite. Le lendemain au travail, il était difficile d'en parler alors que les nouvelles se répandaient. Certains pensaient que j'avais mal interprété quelque chose ou que c'était un effet de lumière. D'autres ont évoqué une hallucination. Moi-même, j'ai douté de ma mémoire à plusieurs reprises. Ce qui m'empêche de rejeter totalement cette expérience, c'est que je n'étais pas seule. Mon partenaire était avec moi tout le long. Il a vu exactement la même chose au même moment. Il a décrit le bâtiment en flammes. Nous en avons parlé sur le moment et nos souvenirs concordent parfaitement aujourd'hui. Donc, quoi que ce fût, ce n'était pas seulement dans ma tête. J'aimerais sincèrement qu'on m'explique ce qui peut provoquer une telle vision. Une explication rationnelle sera un véritable soulagement après tant d'années de questionnement. Est-ce que d'autres ont déjà vécu une expérience visuelle partagée avec leur partenaire qui n'avait aucun sens sur le moment et reste inexpliquée des années plus tard ? Mes parents possèdent une petite cabane au milieu des bois, sur environ 60 acres de terrain dans le nord de l'État de New York, plus précisément dans le comté rural de Sullivan. Nous l'appelons assez justement le camp. La cabane est nichée au cœur de la forêt. Un chemin de terre d'1,50 km entouré de bois mène à un petit terrain et à une cour devant le bâtiment. Derrière la cabane se trouve une clairière d'environ 320 mètres de long et 55 mètres de large, composée de l'arrière-cour, du jardin au bout et d'un petit champ derrière le jardin. Le reste de la propriété n'est que forêt, vaste et dense, que nous avons explorée de fond en comble. La cabane ne comporte que 2 pièces, une chambre et un salon. Une seule cloison intérieure les sépare. L'ameublement était simple, un lit superposé et un canapé-lit dans la chambre. Dans le salon, un petit canapé, un autre canapé-lit, un poêle à bois, 2 commodes, une table basse, un fauteuil à bascule et une petite télévision. Pas de cuisine ni de salle de bain. Nous utilisons un générateur à essence pour alimenter les quelques lampes et prises, ainsi que la télévision. Un magnétoscope y était branché, et nous regardions parfois des films en VHS ou DVD. Pour les besoins pratiques, une cabane de toilette se trouvait à une 30aine de mètres, et pour cuisiner, nous utilisions soit le poêle à bois, soit le barbecue au propane sur le porche. La cabane avait plusieurs fenêtres,
une donnant sur l'avant, une autre sur le côté vers la forêt, et une grande baie vitrée à l'arrière donnant sur la cour, le jardin et le champ. Mes parents, mon frère cadet et moi passions presque tous nos week-ends au camp. Nous avons grandi dans les bois et étions habitués à la vie en plein air. J'ai eu mon lot d'expériences, souvent explicables, mais celle que je vais raconter reste à ce jour un mystère. Été 2008, j'avais 9 ans. C'était un samedi de juin, tout à fait normal. Mon frère et moi avions passé la journée à jouer dehors, à attraper des grenouilles et des salamandres. Vers le soir, il commençait à faire frais, alors nous sommes rentrés. J'ai démarré le générateur, allumé le poêle à bois et mon père a apporté le dîner. Poulet, pommes de terre et hamburger. Après le repas, ma mère m'a rappelé qu'elle avait apporté mon jeu Wheel of Fortune en version plug and play. Je l'ai branché à la télé, placé juste à côté de la grande baie vitrée arrière. Il faisait crépuscule, assez sombre, mais encore lumineux dehors. Alors que je tournais la roue du jeu, une lueur violette extrêmement brillante a jailli derrière moi, du côté de l'avant de la cabane. Mes parents, mon frère et moi, nous nous sommes tous retournés en même temps. La cour avant était entièrement baignée de cette lumière violette. Elle est entrée par la fenêtre, illuminant à l'intérieur de la cabane, puis a traversé la baie vitrée arrière, inondant la cour, le jardin et le champ, avant de disparaître dans la forêt. Tout ça n'a duré que quelques secondes. J'ai lâché le jeu, choqué. J'ai demandé « Vous avez vu ça ?» Mes parents ont répondu oui d'une seule voix. Mon frère s'est précipité entre eux sur le canapé et je l'ai imité. Rien d'autre ne s'est produit cette nuit-là. Ma mère a suggéré la foudre, mais nous avons tous rejeté cette idée. Aucune tempête et jamais un éclair n'a ressemblé à ça. Nous avons dormi tous ensemble dans le salon. Nous parlons encore de cette lumière violette aujourd'hui. J'ai cherché des explications logiques comme la foudre en boule ou des phénomènes paranormaux comme des arbres, mais rien ne correspond à cette lumière violette éclatante qui semblait surgir de nulle part. J'aime regarder des vidéos d'horreur, des exorcismes, des enregistrements paranormaux. Ce soir-là, vers minuit, je dînais en regardant un documentaire complet sur Anneliese Michel. Résumé rapide de son histoire. C'était une jeune Allemande devenue célèbre pour l'un des cas d'exorcisme les plus troublants jamais enregistrés. Elle souffrait de crises de comportement étranges et entendait des voix. Sa famille pensait qu'elle était possédée et 2 prêtres ont pratiqué 67 séances d'exorcisme. Les enregistrements audio sont terrifiants. Voix graves, grognements, hurlements. Elle est finalement morte à 23 ans, affaiblie et privée de nourriture. Son cas reste débattu, maladie mentale ou phénomène surnaturel. J'ai même écouté ces enregistrements et croyez-moi, ils sont si dérangeants qu'ils restent gravés dans l'esprit. Après ça, je suis allée dormir vers 2h du matin. Mais vers 2h30, je me suis réveillée en sursaut. J'ai entendu un bruit dans la cuisine, comme si quelque chose était tombé d'une étagère. En entrant, j'ai ressenti une pression étrange sur mon épaule, comme une main invisible. Je me suis retournée, personne. Terrifiée, j'ai couru dans ma chambre. J'ai essayé de dormir, mais une demi-heure plus tard, je me suis réveillée à nouveau, sans bruit cette fois. En ouvrant les yeux, j'ai vu 2 visages juste devant moi, si proches qu'ils semblaient me pousser vers le haut. Mon corps s'est figé, et dans ma tête, la voix de l'exorcisme résonnait encore, comme pour me réveiller. Pour me calmer, j'ai pris mon téléphone, regardé des vidéos, écouté mes chansons préférées, allumé la lumière. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Quand j'ai enfin réussi à me rendormir, mon chien s'est mis à vomir sans raison, puis à aboyer dans le vide, comme s'il voyait quelque chose. C'était la partie la plus effrayante. Il ne fait jamais ça la nuit. J'ai fini par dormir avec la lumière allumée, mais encore une fois, j'ai entendu un bruit venant de la cuisine comme un murmure. Toute la nuit, j'ai eu l'impression que quelque chose se passait autour de moi. Tout ça après avoir écouté ces bandes d'exorcisme. Parfois je me demande, est-ce que j'ai involontairement invité quelque chose? Ou est-ce que mon esprit me jouait des tours? Il y a eu des coups frappés à notre porte en pleine nuit, mais j'étais le seul à les entendre. Chaque fois que je trouvais le courage de m'approcher, les coups s'arrêtaient aussitôt. J'habite dans un immeuble construit dans les années 80.
il n'a pas vraiment d'histoire, et nous en sommes les premiers propriétaires. Enfin, mes grands-parents l'étaient. Pourtant, depuis mon enfance, j'ai toujours ressenti une sorte de présence ici. Comme je n'y ai pas vécu la plupart de ma vie, j'ai fini par mettre ça sur le compte de mon imagination d'enfant, jusqu'à récemment. Ça s'est passé il y a environ 1 an. Je venais de rentrer du travail et je préparais un dîner tardif. J'ai l'habitude d'écouter une émission ou un podcast avec des écouteurs pendant que je cuisine. Ce soir-là, j'écoutais une histoire quand j'ai cru percevoir un bruit derrière le son. J'ai mis pause, et là, j'ai entendu distinctement des coups frapper à la porte d'entrée. Il était 2 heures du matin, un peu tard pour demander du sel, et les coups étaient si violents qu'on aurait dit qu'on voulait défoncer la porte. Notre quartier est assez rude, toxicomane, alcoolique, etc. On ne fréquente pas vraiment les voisins, alors il était peu probable que quelqu'un vienne frapper chez nous à cette heure-là. Je me suis rapprochée. Si c'était une personne, elle aurait aussi sonné. Non, mais non, seulement des coups de plus en plus frénétiques. Et soudain, j'ai eu cette sensation très forte. C'était ma grand-mère qui frappait. Je l'imaginais parfaitement, debout en chemise de nuit blanche, somnolente, attendant que j'ouvre, et je savais qu'elle dormait chez nous depuis 22h30. Je n'ai pas osé regarder par le Judas. J'avais la certitude que j'allais voir ma grand-mère, mais que ce ne serait pas elle. Je suis retournée dans la cuisine, j'ai remis mes écouteurs et j'ai fait semblant de rien. Le silence est revenu, plus de coups. J'ai terminé mon repas et je suis allée dans ma chambre, sans m'approcher de la porte ni de la salle de bain qui est juste à côté. Les coups sont revenus plus tard. À chaque fois que j'avais peur, ils continuaient, mais dès que je me persuadais que je n'avais pas peur, ils s'arrêtaient net. La dernière fois, ça n'a duré que quelques secondes. J'en ai parlé à ma grand-mère et elle m'a dit qu'une femme avait vécu dans l'appartement voisin il y a longtemps et qu'elle était morte là-bas. Après sa mort, chaque locataire de ce logement avait souffert ou était décédé. Le voisin que nous avions aidé autrefois vivait justement dans son ancien appartement. Ma grand-mère m'a dit que c'était probablement son esprit. Elle m'a conseillé de l'appeler si jamais j'entendais encore les coups, mais je ne les ai jamais réentendus. Ça s'est passé il y a environ 1 an. Mon amie et moi, toutes de 20 ans, avons décidé d'essayer l'application Randonautica après avoir entendu toutes les histoires étranges à son sujet. On s'est dit que ce serait drôle de manifester quelque chose de flippant, puisque ni l'une ni l'autre n'avaient vraiment vécu d'expérience paranormale. Au début, rien de spécial. L'application nous envoyait sur des routes forestières isolées, ce qui était un peu inquiétant uniquement parce qu'il fallait sortir de la voiture. On riait surtout en se lançant des défis. Puis une nouvelle destination nous a menés au milieu d'un champ, près d'une ferme abandonnée, à quelques kilomètres de la ville. On allait passer notre chemin quand mon ami a remarqué quelque chose d'étrange. Une parfaite marque circulaire brûlée dans l'herbe, isolée. Pas de traces de pneus, pas de chemin, rien, juste un cercle. En sortant de la voiture, tout est devenu bizarre. Le vent s'est arrêté, les oiseaux aussi, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause dans la nature. On s'est regardé sans parler, on a compris qu'on ressentait la même chose. On est remonté dans la voiture et on a décidé de marcher en ville pour se changer les idées. Au début, la balade semblait normale. Puis en passant devant une vieille école, le silence est revenu. Et là, on a entendu le bruit de cailloux écrasés sous des pas, sauf qu'il n'y avait aucun caillou autour de nous. On a essayé de rationaliser. Mon ami a plaisanté en disant que quelque chose nous suivait depuis la ferme. À ce moment précis, du côté de l'école, on a entendu le sifflement le plus inquiétant de notre vie. Le genre de sifflement dont on dit qu'il ne faut jamais répondre en forêt. On n'a rien dit, on a juste couru. En arrivant sur une autre rue, les bruits de la ville sont revenus, comme si quelqu'un remontait le volume. Mais au lieu de nous rassurer, ça nous a donné l'impression d'être observés. En continuant, on est passé près d'un hôpital psychiatrique, et là, le sifflement est revenu. On a regardé autour de nous, et on a vu une silhouette. Impossible de dire si c'était une personne, un animal ou une ombre. On est resté figé à essayer de comprendre. Un camion est arrivé et est passé à quelques mètres de la silhouette. Et là, la chose s'est accroupie, comme pour se cacher, puis s'est relevée et rabaissée de façon étrange, presque inhumaine. C'en était trop, on est parti. Plus tard, en regardant la photo que j'avais prise, la silhouette semblait presque transparente.
On a conclu que c'était sûrement notre imagination, mais en arrivant chez mon ami, son voisin a eu son alarme de maison qui s'est déclenchée toute seule sans raison. On a sprinté à l'intérieur et juré de ne plus ressortir cette nuit-là. Aujourd'hui encore, on en rigole, mais cette marche reste la plus effrayante de ma vie. J'ai vécu une expérience il y a quelques années que j'ai longtemps refoulée parce qu'elle m'avait terrifiée, mais je veux la raconter maintenant, car le temps a passé. Je pense avoir rencontré quelque chose de potentiellement sinistre dans mon ancienne colocation à 2 reprises. À cette époque, l'énergie générale de la maison était étrange. Tous mes colocataires traversaient des crises, dépression, insomnie, problèmes de santé. L'ambiance était lourde. Premier événement. Un matin très tôt, alors que le ciel était encore pâle avant le lever du soleil, j'ai entrouvert les yeux et j'ai vu ma colocataire, une amie proche, dans l'encadrement de ma porte. Seule sa tête dépassait, elle me regardait fixement. Trop fatiguée, je n'ai rien dit, puis j'ai marmonné « Hein, qu'est-ce qu'il y a ?» car elle était toujours là silencieuse. Étrange, mais comme nous étions proches, je n'ai pas eu peur, juste de la confusion. Quelques heures plus tard, en me réveillant vraiment, j'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit qu'elle avait peut-être oublié ce qu'elle voulait me dire ou qu'elle revenait des toilettes. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu faisais dans ma chambre ce matin ?» Elle m'a regardé interloquée. « Quoi ?» Je lui ai expliqué ce que j'avais vu. Elle a semblé mal à l'aise, comme si elle pensait que je plaisantais. Mais non, elle m'a assuré qu'elle n'était pas somnambule. J'ai eu des frissons partout. Je lui ai dit. Je l'ai reconnu, je lui ai parlé. Nous étions horrifiés. J'ai envisagé un rêve lucide, mais c'était trop clair. J'étais éveillée. J'ai vu elle. Je lui ai parlé, puis je me suis rendormie. Quand j'en ai parlé aux autres colocataires, l'un d'eux m'a confié que l'énergie de la maison est vraiment mauvaise en ce moment. Ça m'a glacée à nouveau. Nous avons décidé de purifier nos chambres avec de l'encens. Depuis, je dormais la lumière allumée et la porte verrouillée. Deuxième événement, je ne me souviens plus combien de temps après, mais une nuit vers 1h du matin, j'étais éveillée sur YouTube. J'ai entendu un bruit étrange dans le couloir, pas humain, comme un mélange de gémissements, de suffocation, de râles douloureux. Ça ressemblait à quelqu'un qui tente de reprendre son souffle après avoir été sonné, mais plus contrôlé. J'ai cru à une urgence. J'ai envoyé des messages à mes colocataires, aucun n'a répondu. Les murs étaient fins, j'aurais dû entendre des mouvements, mais rien. Juste ce bruit monotone, oppressant, comme une respiration laborieuse. J'étais pétrifiée. J'ai mis mes écouteurs pour couvrir le son, mais je l'entendais encore, il était fort, très fort. Le lendemain, j'ai demandé à mes colocataires. Aucun n'avait rien entendu, et pourtant, j'étais pleinement éveillée, impossible de rationaliser. Plus rien ne s'est produit ensuite. L'énergie de la maison s'est améliorée et j'ai fini par déménager. En juillet 2020, moi 27 ans, ma sœur ainsi qu'un ami et sa petite amie venus d'un autre état avons décidé de passer un week-end dans un hôtel d'une grande ville, plus animé que la petite ville où nous vivions. Sur la route, nous avons voulu leur montrer un endroit mystérieux situé à environ 45 minutes de l'hôtel, The Devil's Tripping Ground, en Caroline du Nord. C'est une clairière circulaire d'environ 12 mètres de diamètre au milieu de la forêt où rien ne pousse. Selon la légende, le diable lui-même y marche chaque nuit pour méditer ses mauvaises actions. Les objets laissés dans le cercle disparaîtraient ou seraient déplacés au matin. On raconte aussi que les visiteurs s'y perdent facilement, comme si les sentiers changeaient de place et que certains perdent la notion du temps. Ma sœur et moi y étions déjà allés 2 fois en journée. C'était étrange mais paisible, jamais la nuit. Cette fois, nous avions prévu d'y aller vers 2-3 heures du matin, l'heure des sorcières, pour maximiser les chances de vivre quelque chose. La route était étroite, sans éclairage, et nous avons traversé plusieurs nappes de brouillard épais en plein mois de juillet. Google Maps a même bugué, nous emmenant à un mauvais endroit. J'avais un mauvais pressentiment. À l'entrée du site, nous avons garé la voiture près d'une barrière métallique. Dès que nous sommes arrivés, j'ai ressenti une peur viscérale.
Ma sœur et mon ami voulaient sortir, mais je les ai convaincus de rester dans la voiture. Nous avons allumé nos lampes et observé en silence. Puis nous avons entendu un bruit de tambour ou de chant grave venant de la forêt. Ça s'arrêtait, puis reprenait plusieurs fois. Nous étions tous les 4 témoins. Soudain, j'ai braqué ma lampe sur la barrière. Je ne pouvais plus détourner mon regard. Le temps semblait ralentir. Un brouillard lumineux s'est avancé vers la voiture, comme s'il nous attaquait. Dans ce brouillard, une ombre gigantesque s'est matérialisée. Une silhouette humanoïde immense avec des jambes de bouc. J'étais paralysée. Mon ami a claqué des doigts et crié « Conduis vite !» J'ai démarré et roulé jusqu'à l'hôtel. Je n'ai aucun souvenir du trajet, seulement de l'arrivée. Dans la chambre, mon ami nous a demandé d'écrire séparément ce que nous avions vu. Sa petite amie et moi avons décrit exactement la même chose, sans nous être concertés. Ma sœur et lui, en revanche, n'avaient rien vu, seulement remarqué que nous étions comme en transe, incapables de répondre à leur appel. Selon eux, tout ça n'avait duré que 10 minutes, alors que j'avais l'impression d'y être resté 30 à 45 minutes. En repartant, mon ami a vu dans le rétroviseur des phares jaunes derrière nous, mais quand il s'est retourné, il n'y avait rien. Nous n'avons plus jamais reparlé de cette nuit, pourtant j'y pense souvent. J'ai des cauchemars récurrents et parfois ce même sentiment de malaise revient, comme si l'énergie de cette nuit me suivait encore. Je suis retournée une fois en journée pour rendre une pierre que j'avais prise. J'avais pris des protections spirituelles, mais en repartant, j'ai remarqué qu'une de mes boucles d'oreilles avait disparu, pourtant fermée par un fermoir solide. Je n'ai pas cherché plus longtemps. C'est l'une des expériences les plus terrifiantes de ma vie, et je crois qu'elle m'a changé à jamais. Mon conjoint et moi avons emménagé dans cette maison il y a un peu moins de 2 ans. C'est une maison de plain pied assez banale, construite en 1990. Nous en sommes les 2e propriétaires. Le premier était un homme âgé qui avait pris soin de sa femme après son AVC. Elle est finalement décédée en hospice et lui, dans la soixantaine avancée, a décidé de partir vivre en Floride. Nous l'avons rencontré brièvement lors d'une inspection, rien d'étrange, pas de signes occultes ou de rituels bizarres. La nuit de notre emménagement, un ouragan frappait. Nous courions entre l'Airbnb et la maison pour installer nos 2 chats. Nous avons fini par poser un matelas gonflable, sortir la litière, la nourriture et nous effondrer de fatigue. Le lendemain matin, j'ai découvert que mon chat Oscar était mort. Il n'avait que 7 ans. Inquiet pour son frère Max et pour nous, j'ai demandé une autopsie. Le vétérinaire a conclu qu'il avait probablement fait une embolie due au stress du déménagement. Oscar me manque énormément. J'ai parfois l'impression que son esprit est encore là, qu'il joue avec Max la nuit. Je le vois courir après rien, exactement comme ils le faisaient ensemble. Peut-être que je me berce d'illusions, mais ça me réconforte. Quelques semaines plus tard, je montais une étagère dans mon bureau. Le kit était simple, avec des pièces numérotées. À la dernière étape, je devais fixer 4 pieds en forme de grosses punaises. J'en ai planté 3, et le 4e avait disparu. J'ai cherché partout, même dans les poils de Max. C'est un Maine Coon. Rien. Après 1 heure, j'ai abandonné et mis des pièces de monnaie à la place. 3 jours plus tard, nous avons retrouvé le pied sur l'étagère du placard à manteau, sous une casquette. Nous avons commencé à entendre des voix. Souvent, l'un de nous croyait que l'autre l'appelait, mais ce n'était pas le cas. Au début, c'était effrayant. Maintenant, c'est juste agaçant. Nous entendions aussi des bruits de chute, mais en vérifiant, rien n'était tombé. Les lumières s'allumaient dans des pièces que nous n'avions pas utilisées. Nous mettions ça sur le compte de la fatigue, du désordre du déménagement. Mais certaines fois, j'étais sûre de ne pas avoir touché l'interrupteur. Un soir, en dînant, nous avons entendu un bruit étrange. En allant voir, nous avons découvert la baignoire qui coulait à plein débit. Les cadres accrochés au mur se retrouvaient parfois de travers. Les phénomènes s'intensifiaient. Nous avons juré l'un à l'autre que personne ne faisait de blagues. J'ai essayé des solutions spirituelles, pierres d'améthyste et d'obsidienne, de la sauge. Rien n'a changé. Un jour, nous avons entendu de violents coups dans le grenier, juste au-dessus de la salle de bain. Ça s'est produit 2 fois dans 2 salles de bain différentes, le même jour. J'ai commencé à me demander si quelqu'un squattait la maison en cachette. J'ai vérifié partout, bloqué l'accès au grenier, mais j'ai découvert que le grenier était rempli d'affaires de l'ancien propriétaire.
Valises, vêtements, objets divers. Je ne l'ai jamais vidé. Peut-être que quelque chose y est lié. Mon conjoint, lui, est terrifié. Un jour, il a trouvé le crucifix de la chambre déplacé, à moitié ouvert. En entrant, tous mes poils se sont hérissés. Ce phénomène arrive souvent quand l'activité est forte. Un soir, je suis allé vérifier la chambre au-dessus du garage. Les LED installés par notre fille brillaient en rouge vif. Elle n'était pas là depuis des semaines et n'utilise jamais cette couleur. Quelques jours plus tôt, tout était éteint. À Halloween, un enfant du voisinage a pointé le garage et dit « Vous avez un gobelin dans votre garage ». Nous n'avions aucune décoration de ce côté-là. J'ai commencé à parler à l'entité, parfois sur le ton de la plaisanterie. Mon conjoint a essayé aussi. Nous avons entendu des respirations dans le noir. Des films que je laissais en pause sur mon ordinateur se retrouvaient lus ou terminés. J'ai pensé que le fantôme s'ennuyait. J'ai donc disposé une douzaine de livres dans une chambre pour l'occuper. Le lendemain, l'un des livres était ouvert et posé à l'envers, comme si quelqu'un l'avait lu. Cela ne s'est jamais reproduit. À Noël, nous avions plusieurs petites crèches. Certaines figurines se retrouvaient déplacées dans des scènes différentes. Des petits lutins décoratifs posés sur les tringles à rideaux se retrouvaient assis sur le canapé à plusieurs mètres de leur place. Un soir, nous avons entendu une boule à neige jouer de la musique toute seule. Un autre jour, une boîte de mouchoirs du salon s'est retrouvée dans le garage. Notre enceinte Alexa s'est mise à jouer une chanson d'Ed Sheeran alors qu'elle était débranchée. Un couteau de cuisine a été retrouvé au sol. Un bijou hérité de sa grand-mère est apparu sur ma table de nuit alors que l'autre était enfoui dans un tiroir. Une nuit, j'ai entendu frapper à la porte d'entrée. En ouvrant, j'ai vu une décoration suspendue battre contre la porte, comme agitée par le vent. Mais dehors, tout était calme. Pas une feuille ne bougeait. Parfois, la salle de bain du fond sent la cigarette, alors que personne ne fume. Et il arrive qu'on aperçoive une silhouette dans une fenêtre, du coin de l'œil. Des amis et de la famille l'ont remarqué aussi. Ça remonte à un certain temps, j'avais environ 12 ans. Je ne me souviens plus exactement de l'ordre des événements, mais je pense que c'est celui-ci. Lors d'un voyage scolaire, nous étions allés à Wolf Ridge, dans une zone rurale du Minnesota. Nous y avons passé tout le week-end. La première nuit, à l'heure du coucher, tout le monde était excité et bavard. À un moment, nous avons entendu des coups répétés contre un mur. Ça n'arrêtait pas. Quelqu'un dans ma chambre a fini par dire « Qui continue de taper sur le mur ?» Nous avons vérifié. Ce n'était aucun de nous, alors nous avons pensé que c'était la chambre voisine qui faisait ça pour nous embêter. Comme ça continuait, nous sommes sortis pour les confronter, mais eux aussi sortaient de leur chambre pour nous demander pourquoi nous frappions sur leur mur. Personne ne le faisait. Alors qui ? Peut-être quelqu'un à l'étage. Nous avons conclu que c'était peut-être un moyen de nous dire de nous taire, et effectivement, une fois calmés, les coups ont cessé. Nous avons mis ça sur le compte d'un voisin ou d'un surveillant. Rien d'autre d'étrange ne s'est produit là-bas. Deuxième expérience. Quelque temps plus tard, chez moi, j'étais dans la chambre de ma sœur. Elle m'a dit « Pourquoi y a-t-il des coups ?» La chambre partageait un mur avec le salon où mon père regardait la télé. J'ai pensé que c'était ça. Mais elle insistait. « Non, écoute. » J'ai suggéré que c'était le lit contre le mur, mais il ne bougeait pas. Puis mon père est venu du salon et a dit « Qui tape sur le mur ?» Nous avons répondu « On pensait que c'était toi. » Et ma sœur. Ce n'est pas nous, on se demandait ce que c'était. Les coups se sont arrêtés juste après. La maison n'a qu'un seul étage, ce n'était pas un animal. Pas de grattement, pas de bruit de dents, c'était vraiment des coups secs. En grandissant, j'ai fait le lien. Le bruit était exactement le même que celui entendu à Wolf Ridge. Impossible que ce soit quelqu'un dans la maison. Alors je me demande, est-ce un esprit, m'a-t-il suivi, ou bien était-ce une entité qui se manifeste toujours de la même manière? Autre phénomène, cela pourrait être lié. J'ai séjourné plusieurs fois dans un hôtel à Lutsen, une autre zone rurale pas très loin de Wolf Ridge. À l'époque, il n'y avait aucun réseau téléphonique et presque à chaque séjour, il se passait quelque chose de bizarre. Rêve étrange, vision. Mon père lui-même a dit avoir eu des rêves très étranges après une sieste là-bas. Cet hôtel a brûlé récemment et ce n'était pas la première fois. Il avait déjà pris feu des années auparavant. Ça fait réfléchir. Y a-t-il quelque chose de paranormal dans cette région? Personnellement, je n'en doute pas.
Il y a des décennies, alors que je mettais fin à une relation avec un homme que j'appellerais X, cet événement s'est produit. C'est une histoire absolument vraie. À l'époque, j'avais une vingtaine d'années. Je me considérais comme une chercheuse spirituelle, intéressée par la spiritualité orientale et certains sujets New Age, mais sans grande profondeur. Lui s'intéressait à des choses auxquelles je n'accordais pas de crédit. Apparitions mariales, extraterrestres, etc. Les aspects les plus marginaux du New Age des années 90. Il était aussi très secret et souffrait d'une addiction sexuelle qu'il disait avoir causé la fin de sa précédente relation. Il fréquentait compulsivement des prostituées et j'ai découvert plus tard qu'il était extrêmement violent avec elles, ce dont il se vantait. Je pense que cela est lié au phénomène que je vais décrire. Il était aussi un menteur compulsif. Je suis certaine qu'il y avait beaucoup de choses sur lui que j'ignorais. Après environ 1 an de son comportement chaotique, j'avais décidé de mettre fin à cette relation, mais il m'a dit qu'il voulait me montrer quelque chose sur lui avant. J'ai eu l'impression qu'il pensait que ça allait m'impressionner au point de changer d'avis. Il y avait une vraie aura d'ego dans sa manière de le dire. J'ai eu pitié de lui et je me suis dit « Je vais accepter cette requête ». Et il saura que rien ne changerait ma décision. Je n'avais aucune idée de ce qu'il allait faire, mais je n'avais pas peur, seulement de la curiosité et un peu d'impatience car je voulais rentrer chez moi. Il nous a fait asseoir par terre pour méditer. En réalité, lui allait méditer et moi observer. Après 1 minute environ, il a ouvert les yeux et m'a regardé, mais ses yeux, tout son regard était d'un noir absolu, comme des puits sans fond. Juste avant ça, la pièce avait semblé devenir soudainement plus froide. Il ne bougeait pas, ne disait rien. Il me fixait simplement avec ses yeux noirs, comme si cela pouvait durer éternellement si je ne réagissais pas. Il était évident pour moi que ce n'était plus lui qui me regardait. C'était autre chose, quelque chose d'ancien, de malveillant, empli de haine, envers moi, envers l'humanité. Je ressentais que cette chose voulait nous anéantir, mais qu'elle ne le pouvait pas. Elle n'avait pas la permission d'une force plus puissante. Je ne l'ai pas pensé, je l'ai su instantanément. J'ai compris que j'étais protégée, que nous appartenions à quelqu'un d'autre qui nous aime et nous valorise. Cette chose au contraire nous haïssait d'une manière inimaginable. C'était une haine consciente, intemporelle, palpable, mais elle ne pouvait pas agir. Finalement j'ai dit à X « Ok, ça suffit » et j'ai touché son bras. Normalement il avait une constitution frêle, pas très solide, mais cette fois c'était comme toucher une statue de pierre, une rigidité totale sans vie, impossible à déplacer. Peu après, il est revenu. Il a détourné le regard, fermé les yeux, puis les a rouverts, et ses yeux étaient redevenus normaux. Son corps aussi avait retrouvé son aspect habituel. Après coup, avec mon tempérament sec et protecteur, quand il m'a demandé « Alors, qu'en as-tu pensé ?» j'ai simplement répondu « Quelle que soit cette chose, je ne l'inviterai pas à dîner de sitôt, sans plus de détails. » Je savais qu'il rejetterait tout ce qui ne correspondait pas à son égo, et je voulais juste partir. À ce jour, il pense probablement qu'il peut canaliser un ange ou quelque chose du genre. Je me demande si d'autres personnes ont vécu ce type d'expérience. Je connais les histoires de Black Eyed Kids et le fait que les yeux noirs sont aussi décrits par des exorcistes. Je me demande à quel point ce phénomène est répandu. Je pense que c'est une véritable manifestation spirituelle, que certains humains peuvent ouvrir la porte à ça, volontairement ou non. Beaucoup de chrétiens y voient une origine démoniaque. Et je comprends cette interprétation, elle aussi valable que toute autre théorie face à quelque chose d'aussi étrange. Mais ce qui m'intéresse surtout, ce sont les expériences vécues de première main. Ce que je vais raconter regroupe plusieurs histoires toutes vraies. Avant de commencer, je dois donner un peu de contexte pour que tout ait du sens. La plupart de ces histoires se sont produites récemment, au cours de l'année ou des 2 dernières années. La plupart ont eu lieu en été, mais pas toutes. Vers le milieu de l'année 2018, ma grand-mère est rentrée à l'hôpital pour des problèmes cardiaques et y est restée environ 1 an. Pendant son absence, mon père sortait souvent tard, soit pour travailler, soit avec des amis, et j'étais seule à la maison entre 18h30 et 21h30. Première expérience. Un soir vers 20h,
j'ai entendu frapper à ma porte. Rien d'inhabituel, car je vis dans un immeuble où beaucoup de mes amis habitent et ils viennent parfois spontanément. Mais quand j'ai regardé dehors, il n'y avait personne. J'ai pensé que c'était une blague. Je suis allé me préparer un sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture. J'ai rangé tout correctement, confiture au frigo, beurre de cacahuète dans le placard, pain refermé et remis dans le tiroir. Mais après avoir mangé, en revenant dans la cuisine, tout était défait. Le frigo ouvert, la confiture sur le comptoir, le placard ouvert, le pain défait. J'ai cru que j'avais oublié. Plus tard, je me suis réveillée à 3h30 du matin et ça s'est répété chaque nuit pendant un mois. Deuxième expérience. Été 2018, ma mère qui vit en Arizona est venue passer un mois chez son amie d'enfance que j'appellerai Jennifer. Je suis amie avec sa fille Sarah depuis toujours. Comme ma mère était là, je suis restée chez Jennifer. Sarah et moi avons fabriqué une planche de Ouija avec du papier et un bouchon de bouteille comme curseur. Au début, nous plaisantions en déplaçant le bouchon nous-mêmes, mais nous avons brisé la règle de ne pas manquer de respect au Ouija. Quand nous avons joué sérieusement, le bouchon a répondu correctement à des questions personnelles que Sarah ne pouvait pas connaître. Quand j'ai demandé si l'esprit voulait nous faire du mal, le bouchon s'est déplacé violemment sur oui. Effrayés, nous avons dit au revoir. Plus tard, j'ai vu les serviettes de la salle de bain bouger toutes seules, et vers 2h du matin, la poignée de la porte d'entrée s'est mise à trembler, comme si quelqu'un essayait d'entrer. Troisième expérience. Après le retour de ma grand-mère de l'hôpital, j'ai recommencé à dormir dans ma chambre. Mon grand-père y était mort d'une crise cardiaque, et nous avions refait la décoration avec un lit superposé et un nouveau bureau. La première nuit, je me suis réveillée à 3h30. Mon chat assis sur mon oreiller fixait le placard entrouvert en miaulant. Quand j'ai regardé, j'ai vu ce qui ressemblait à un œil humain me regarder depuis l'intérieur. Quatrième expérience. Une nuit, je dormais chez ma meilleure amie Nicole, qui habite en face de chez moi. Vers 3h30, j'étais encore éveillée à regarder YouTube. Son chat Lily était dans la chambre avec moi. Soudain, j'ai vu l'ombre d'une créature à 4 pattes passer sous la porte, courir dans la cuisine puis dans le salon. J'ai trouvé ça étrange, car Lily était le seul chat de la maison. Voilà mes expériences et comme je l'ai dit, elles sont toutes 100% vraies. Je suis née et j'ai grandi dans le Dakota du Nord. Quand j'étais au lycée, un groupe d'amis et moi avions pour passe-temps de rechercher les meurtres qui avaient eu lieu dans le comté. Ensuite, nous allions sur les lieux la nuit pour filmer nos explorations. C'était environ 2 ans avant la sortie de Blair Witch. C'était notre manière de tuer le temps en buvant de la mauvaise bière et en faisant des conneries d'ados. Comme il y avait peu de meurtres dans le Dakota du Nord, nous avons vite manqué de sites à visiter, alors nous nous sommes spécialisés dans la recherche de vieilles fermes abandonnées, en roulant sur les chemins de terre et en repérant les signes. Routes creusées, bosquets d'arbres plantés volontairement, vieux poteaux de boîte aux lettres. Un soir, nous avons trouvé un bosquet qui semblait déplacé, signe évident, et en traversant le champ, nous avons découvert une vieille maison, pas trop vieille. Les portes extérieures étaient cadenassées, et les cadenas ont été facilement forcés. Nous étions 6, chacun avec une lampe torche, et nous avons éclairé la salle à manger. La première chose frappante était la table. Elle était dressée pour un repas, chaque couvert parfaitement en place. Dans toutes les maisons que nous avions explorées, c'était la première fois que nous voyions ça. Le frigo contenait encore des restes pourris, les placards étaient remplis de conserves et de nourriture sèche. Les photos de famille étaient accrochées au mur, père, mère, fils et filles, dans toute leur gloire des années 70. Les meubles étaient poussiéreux, mais en bon état, les placards pleins. Tout semblait normal, ce qui était profondément anormal. Nous avons compris que cette maison n'avait pas été vidée, mais abandonnée brutalement, comme si les habitants avaient fermé la porte un jour et n'étaient jamais revenus. À l'étage, nous sommes répartis en 3 groupes pour explorer les chambres. Dans l'une d'elles, 2 de mes amis ont poussé un hurlement terrifiant. Nous avons accouru et ils nous ont dit « Vous devez voir ça ». En entrant, j'ai vu un lit double, et là, posé sur les oreillers, sous une couverture tirée jusqu'à la taille, les bras posés dessus, la tête légèrement tournée vers la porte, une poupée de porcelaine grandeur nature, peau blanche, cheveux noirs, yeux morts. Les faisceaux de nos lampes ont fait briller les yeux, comme si elles nous attendaient. Le détail le plus effrayant, sa tête était tournée vers l'entrée, prête à nous fixer dès que nous franchissions le seuil, comme si elle avait attendu 20 ans.
nous avons fui précipitamment, dévalé les escaliers et sauté dans la voiture. Pendant le trajet, nous avons réalisé que quelqu'un avait pris le temps de placer cette poupée, alors que tout le reste, nourriture, vêtements, photos, avait été laissé derrière. Nous avons fait des recherches sur la famille, rien. Pas d'accident, pas de massacre, pas de descendance connue. Juste une maison figée dans le temps, saisie par le comté pour impôt impayé. Mais jamais aucune explication sur ce qui leur était arrivé, ni pourquoi ils avaient laissé cette foutue poupée.